Elle s'appelait Laurie. Elle avait 28 ans et elle était heureuse de vivre. Ce jour-là, elle est au volant avec son amie Élodie. Laurie était drôle et coquette. Elle aimait le rap et les selfies. Sa vie a été brisée net le 17 janvier dernier sur un trottoir de Nîmes, tuée par son compagnon. Tu m'aimes pas? Charles et Nicole Tercero sont les parents de Laurie. Il y a quelques semaines, ils ont enterré leur fille dans le petit cimetière de Toulon-Jacques, en Aveyron. Le meurtre de Laurie est un homicide conjugal. Elle a été tuée par son compagnon, le père de sa fille. À quoi on en est réduit? Quand je vois ça, je trouve que c'est pas normal. On peut pas venir voir son enfant comme ça, c'est pas possible. C'est lui qui devrait être là, pas elle. Il l'a rouée de coups et poignardée. Comment tu veux faire? On n'a plus le choix, mais il faut faire avec. Allez, va. L'homicide conjugal ne fait pas qu'une victime. Il laisse des familles entières dévastées. Dans leur maison du sud-ouest de la France, Nicole ne dort plus la nuit. Mais elle s'accroche pour ses autres enfants. Le soir, avec Agnès, l'amie de Laurie, ils évoquent le souvenir de leur fille. Laurie avait que 28 ans et je pense que son rêve, c'était d'aller choisir sa robe de mariée. Et en fait, quelqu'un a voulu que ça se passe autrement. Et au lieu de choisir sa robe de mariée, on est allé choisir sa tombe, son cercueil. Avec l'homme qui l'a tuée, Laurie a une petite fille, Lina, 5 ans. Ses grands-parents ont récupéré sa garde. On a mis des photos dans la chambre. Quand Lina me dit « Mamie, maman, elle me manque », alors je lui réponds « Tu sais, chérie, maman, elle est dans les étoiles. On va prendre la photo, on va la serrer très fort. Et moi, je vais faire les bras de maman. » Alors je la prends dans mes bras, on se fait un gâté. Pour Agnès, Laurie souhaitait rompre. C'est ce qui aurait déclenché le meurtre. Elle s'est sentie forte, elle s'est dit ça y est, c'est le moment, j'ai le courage. Cette vie, je n'en veux plus. Et je pense qu'elle a été là-bas, bien sûr, pour lui dire ça y est, c'est terminé. Je vais récupérer Lina, maintenant toi et moi, c'est fini. Ne reviens pas parce que je ne veux plus de toi. Elle a fait face à lui, elle a affronté. Et c'est ça qui l'a fait rire, en fait. Il s'est dit ça y est, elle sera plus à moi. Ça y est, je l'ai perdue. La mort de Laurie n'est pas un simple fait divers isolé et imprévisible. Comme elle, depuis le 1er janvier 2017, 140 femmes ont été assassinées par leurs conjoints. Au-delà des chiffres, ces femmes ont un prénom, un visage. Jessica avait 42 ans. Elle était assistante maternelle. Estelle avait 34 ans. Elle travaillait à l'université d'Angers. Mariama, 32 ans, était femme de ménage. Émilie avait 34 ans. Il y a aussi Guylaine, Catherine ou encore Anne, Sandra, Fatima, Nicole, Virginie. En France, tous les 3 jours, une femme est assassinée par son compagnon. Pourtant, ce chiffre pourrait baisser. C'est la conviction d'une médecin française, Alexia Delbreil. Elle a réalisé la première étude d'ampleur sur l'homicide conjugal. C'est essayer de mieux comprendre le crime pour mieux le prévenir. Et ce que tout le monde ignore, c'est que ce meurtre fonctionne selon un schéma type. Circonstances identiques,
Même type d'auteur et de victime, ce crime est une mécanique que l'on pourrait désormais enrayer. À Marseille, Élodie a vu s'enclencher l'engrenage qui a tué Laurie, sa meilleure amie. L'homicide conjugal a souvent pour point de départ la volonté d'une femme de reprendre sa liberté. Sur les photos de son téléphone, les deux jeunes filles semblent joueuses et heureuses. En fait, on faisait visiter sa maison. Ce qui ne se voit pas, c'est la violence dans laquelle vivait Laurie. Non, Depuis 2 ans, ça marchait pas. elle essayait d'échapper au coup de son compagnon. On savait que voilà, il la lâchait pas, qu'il embêtait, qu'il avait déjà tapé. Mais on savait pas à quel point en fait. Élodie est la dernière personne à avoir vu Laurie vivante. La nuit du meurtre, elle devait l'accompagner chercher sa fille dans l'Aveyron. Et elle me dit, pour qu'on soit demain matin vers 6h, 7h chez ma mère, il faut qu'on parte vers 2h du matin. J'ai dit, bon, ok, tu m'appelles pour me dire exactement à l'heure qu'on part. Elle m'a dit, oui, je t'appelle, il n'y a pas de problème. Et elle est partie. Et puis, j'ai jamais reçu d'appel. Finalement, Laurie part toute seule. À 2h du matin, elle s'arrête à Nîmes, sur la route entre Marseille et le sud-ouest. Son compagnon y travaille sur un chantier. Elle le retrouve dans le centre-ville. Là, elle lui aurait annoncé leur séparation définitive. Monique est une habitante du quartier. J'ai entendu « au secours, au secours, au secours ». À ce moment-là, moi j'habite là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu une petite jeune fille qui courait et quelqu'un qui la suivait, un petit jeune homme qui la suivait. J'ai voulu appeler la police. Et le temps d'appeler la police, ils ont tourné la rue et j'ai entendu quelqu'un qu'on tabasse. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un tabasser, mais enfin, c'est un bruit sourd, comme une tête contre un mur ou quelque chose par terre, voilà, un bruit sourd. Et tout ça, ça s'est fait en l'espace de 2 minutes. Un déchaînement commun à tous ces meurtres sur conjoint. Laurie a été frappée et poignardée. 6 coups de couteau, dont un au cœur. Après l'avoir blessée, son compagnon l'emmène en voiture aux urgences de Nîmes. Sur le parking, il est arrêté par la police. La jeune femme décède dans la nuit. Une extrême violence commise par son compagnon en pleine séparation. Le meurtre de Laurie correspond au schéma classique des homicides conjugaux. C'est ce qu'a découvert Alexia Delbrey. Elle n'est pas avocate ni magistrate, mais elle a passé ses journées au tribunal de Poitiers. Alexia Delbrey est médecin légiste et psychiatre. À force de voir des femmes sur sa table d'autopsie, elle décide d'analyser tous les homicides conjugaux de sa juridiction, de les croiser et d'en extraire des données pour démontrer la mécanique de ce crime. Il la suit à son travail la veille au soir. Il lui pose des questions, prend un café. Elle s'affirme en réitérant sa volonté de séparation et en lui demandant de faire la vaisselle avant de partir. Procès-verbaux d'audition, expertise psychiatrique, rapport d'autopsie. Elle épluche tous les dossiers d'homicide de sa région. Et serre fort pendant 2 à 3 minutes. Au réveil débute un conflit entre les époux sur le divorce. On se trouve ici dans un contexte d'énervement et de dispute verbale. Elle fait la vaisselle et lui dit que la séparation sera définitive. Il la frappe sur la tête avec le tiroir et sur le visage à plusieurs reprises. Il se met sur 42 dossiers judiciaires en Poitou-Charentes, soit plusieurs milliers de pages décortiquées. Et saisit un cordon électrique qui se situe à proximité et l'étrangle avec. Il dit avoir... Avant de partir, il regarde si son cœur bat toujours et constate sa mort. Ce travail de recherche sur les spécificités de l'homicide conjugal n'avait jamais été réalisé auparavant. C'est la première fois en France qu'une étude à partir de dossiers judiciaires est faite. Donc finalement, c'est la plus complète que l'on va trouver, qui se base à la fois sur les expertises psychiatriques, psychologiques, mais aussi sur tout le travail d'enquête. Plus on va comprendre les auteurs et les enjeux qu'il peut y avoir dans leur vie à ce moment-là, mieux on comprendra le pourquoi du geste et mieux on pourra l'éviter.
Pour l'éviter, il faut l'étudier. Alexia Delbrey finit par poser une définition précise et inédite de l'homicide conjugal. Un homme tue sa femme toujours selon le même schéma criminel. Le profil général type, ça va être un homme d'âge moyen et qui va passer à l'acte au domicile conjugal avec une arme d'opportunité, puisque ça va être plutôt un geste impulsif qui va être motivé par un contexte de conflit majeur, un contexte de séparation pour beaucoup de cas. C'est la première conclusion de son étude. Dans 7 cas sur 10, la rupture est l'élément déclencheur du meurtre. Les quelques mois avant et après une séparation sont critiques. Une période pendant laquelle il faut être particulièrement vigilant. Une rupture meurtrière, c'est ce qui s'est passé à Nantes, le 19 mars 2015. Dans les locaux de la protection de l'enfance, un couple en instance de séparation se croise dans le cadre d'une visite organisée pour leur fille. Mais l'homme sort un couteau. Il s'en est pris au travailleur social et l'a tué d'un coup de couteau. Il a ensuite poursuivi sa compagne dans la rue et l'a poignardée à 2 reprises. La femme a été transportée au CHU de Nantes dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Cette femme s'appelle Géraldine Pallier. Elle a 41 ans. C'est une miraculée. L'éducateur qui l'a défendue, lui, est décédé. Au moment des faits, Géraldine était en train de quitter Florine Safta, son compagnon qui a tenté de la tuer. 3 ans après, les stigmates de son agression restent gravés sur sa peau. Donc là, j'ai eu le premier coup de couteau. C'est le cœur qui a été visé en fait. C'est passé à quelques millimètres de l'aorte. Donc celui-ci, je m'en souviens. Donc après, j'ai eu donc celui-ci. Ouais, c'est une cicatrice qui est assez longue, épaisse. Il y a eu le bras également, où le triceps a été sectionné. J'ai eu également le poumon. Le poumon a été coupé en 2 en fait. 12 litres de sang transfusé, 9 heures d'opération et 3 semaines d'hôpital ont sauvé Géraldine. Elle accepte désormais ses cicatrices. Elle représente en fait le sang, la mort, l'agression. Maintenant, j'arrive à les regarder, à les toucher. C'est mon histoire. Elles font partie de mon corps. Les séquelles de cette tentative d'assassinat se retrouvent partout. Même dans les tiroirs de sa cuisine. Après ma sortie d'hôpital, on a eu des couteaux comme ceci, tous. Très longtemps. Un couteau à beurre. Ça a été un des premiers couteaux, notamment pour ma fille et moi, parce qu'on n'arrivait pas du tout en fait avec un simple couteau comme ça. Et puis au fil du temps, on a réussi à reprendre un couteau comme ça. Mais celui-là, non, celui-là, c'est le nôtre. Après des années de violence, Géraldine avait décidé de quitter son compagnon. Cette volonté de rupture définitive va déclencher l'agression. Le 19 mars 2015, elle accompagne Maya, leur fille de 4 ans, pour qu'elle voie son père dans les locaux de la protection de l'enfance. Salut chérie, vas-y, rentre. Ça va et toi? Parce qu'elle a peur de croiser son ex-conjoint, Géraldine prend ses précautions. Elle demande à Jessica, sa meilleure amie, de venir avec elle. As-tu du café? Oh, mais oui, ma petite fleur. Café, allez. Merci. Ce jour-là, Géraldine est terrorisée lorsqu'elle voit Florine Safta, son ancien compagnon. Il fait pas très beau quand même, hein. J'ai ouvert la porte. Non. Avant, tu m'as regardée, tu m'as dit prête. Je t'ai dit oui. On a ouvert la porte et la première chose qu'on a vue, c'est Florine. Le regard. Ses yeux. Le regard qu'il a jeté, en fait, quand il nous a vus. Là, on a compris, je pense aussi bien toi que moi, qu'effectivement, on allait mourir. Qu'il était là pour ça. Ce regard intensif, en fait, il m'a hanté plusieurs nuits, même des années, parce que ça va faire 3 ans. Et là, on a compris, je pense aussi bien toi que moi, qu'effectivement, là, il y allait avoir un drame. Toute la haine et la rage et la colère qu'il avait,
se sont vus à travers ses yeux, en fait. Et c'est ce qu'on s'est dit de toute manière. Bah, c'est aujourd'hui. Si, aujourd'hui, on va mourir. C'est là, c'est maintenant. Pour le meurtre de l'éducateur qui a voulu les protéger et la tentative d'assassinat de Géraldine, Florine Safta a été condamnée à 30 ans de prison par la cour d'assises de Nantes. S'il est déclenché par la séparation, l'homicide conjugal se perpétue toujours dans une extrême violence, autre caractéristique révélée par Alexia Delbrey. L'expression consacrée veut qu'une femme meure tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. En réalité, ce n'est pas une tête qui heurte un peu violemment le coin d'une table basse, mais un meurtre d'anéantissement. En criminologie, cela s'appelle l'overkill, quand un conjoint veut faire disparaître sa compagne. Mariama a reçu 23 coups de couteau et a été jetée par la fenêtre du 4e étage. Guylaine a été aspergée d'essence et brûlée vive. Émilie a été attachée vivante sur les rails d'un TGV. Jessica, elle, a été égorgée et poignardée 6 fois au visage. Comment expliquer ce déchaînement de violence ? Au CHU de Poitiers, Alexia Delbrey est avant tout légiste. Chaque autopsie apporte de nouveaux éléments à sa thèse. Ce matin, elle va réaliser celle d'une jeune femme tuée par son compagnon. Les policiers sont présents. La médecin doit déterminer si les blessures coïncident avec leur scénario du meurtre. On a ramené une petite batte en bois avec laquelle il lui aurait frappé sur la boîte crânienne, entraînant sa perte de connaissance. Au premier coup avec la batte en bois, ensuite il va chercher la massette. Là, il lui donne plusieurs coups. Nous, on peut aller s'habiller. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer cette autopsie, un moment de vérité dans la compréhension du meurtre sur conjoint. Vous ne verrez pas le corps de la victime, mais Alexia Delbrey veut nous expliquer comment elle procède pour éclaircir le déroulement des faits. On est parti pour les prélèvements. Sur le mode opératoire d'abord, un auteur d'homicide conjugal agit toujours avec l'arme qu'il a à portée de main. Cette prise électrique, elle a été utilisée pour l'étrangler. Là, on est typiquement sur une arme d'opportunité. C'était ce qu'il devait y avoir à côté de lui. Le déchaînement de violence, autre caractéristique de ce type de meurtre, se constate sur le crâne de la jeune femme. Il va falloir répertorier le nombre de plaies pour essayer à peu près de déterminer un nombre de coups. Alors, au niveau frontal, en plein milieu, t'en as une. 9, 10, 11, 12, 13 plus ou moins 14. Alors on va essayer de toutes les prendre en photo. Elle a reçu 14 coups de masse sur le crâne, soit beaucoup plus de coups que ce qui est nécessaire pour tuer. C'est là encore une autre particularité. Au moment du passage à l'acte, il est obnubilé par les sentiments qu'il ressent et en fait, il n'y a rien qui le ramène à la raison. L'infraction qu'il est en train de commettre, la peine qu'il peut encourir, tout ça ne rentre pas du tout en ligne de compte jusqu'au moment où la tension interne en fait, est soulagée par le passage à l'acte. Donc, c'est pas tant le décès, mais c'est aussi une décharge émotionnelle qui va entraîner la multiplicité des coups qui ont été reçus en fait. Après 4 heures d'autopsie, la médecin légiste fait émerger le scénario criminel. Malgré la violence des coups, la cause de la mort serait l'étranglement. Les résultats seront versés au dossier d'instruction. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes violents, aux prises parfois avec une envie de tuer leur épouse ? D'après Alexia Delbrey, les agresseurs auraient souvent le même profil, des hommes possessifs, avec une perception très dégradée de la femme. Manuel a 35 ans et travaille dans le bâtiment. Il est aujourd'hui libre, mais il a déjà fait de la prison pour violence conjugale et menace de mort sur sa compagne. Comme ces phrases qu'il a si souvent prononcées. Ouais, je vais crever, je vais rentrer à la maison, ça va mal aller, machin, et ceci et cela, enfin plein de choses qui font que j'étais condamné, j'étais incarcéré.
Je suis suivi. Donc si j'aurais pas été violent, j'en serais pas là aujourd'hui. Moi, si je rentre chez moi et que je vois ma femme avec un autre homme, par contre, je vais passer aux assises. Ah bah c'est sûr. C'est certain. Tuer sa femme s'il la surprend avec un autre homme, des propos violents, mais communs aux agresseurs étudiés par Alexia Delbrey. Manuel s'estime propriétaire de sa compagne et banalise le meurtre. Je vais être honnête avec vous. J'y ai déjà pensé et je trouve pas ça normal, mais je pense qu'il y a des hommes qui sont... Je comprends qu'ils butent leur femme. C'est peut-être méchant, c'est vulgaire, c'est peut-être gros ce que je dis, mais je peux comprendre. Les femmes aujourd'hui, elles poussent les hommes à craquer, je pense. Ce matin, Manuel est convoqué à un stage au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Meaux, une obligation judiciaire. Dans la salle, ils sont 6 hommes. Certains d'entre eux sont passés au bord de l'homicide conjugal. Ils sont tous condamnés pour violence. Jean-Baptiste Bougerolles est substitut du procureur. Pendant ces 3 jours, il va tenter de leur démontrer le lien entre leur violence et leur perception des femmes, et ce dès la répartition des tâches ménagères. Ménage, vaisselle, je fais rien du tout. Mais ça l'aiderait que vous l'aidiez? Bah, ça la soulagerait sûrement. Mais je ne conçois pas de faire quoi que ce soit à la maison. D'accord. Et c'est pas quelque chose que vous voulez faire évoluer? Pas du tout. Non. Vous pensez que ça peut avoir un lien, le fait de commettre des violences, par rapport justement à cette conception que vous avez de la femme? Parce qu'après tout, elle n'a pas... Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'elle garde sa place. Ça a été reconnu comme de la violence, mais moi, en fait, je ne l'ai pas tabassé. Je l'ai juste balayé, maîtrisé au sol. Je n'ai pas été dans de la violence extrême, mais ça a été reconnu comme de la soumission. Bah, c'est de la violence de faire tomber quelqu'un au sol. Oui, mais c'est pas de la violence extrême, je veux dire. Et donc pour vous, ça n'a pas du tout de lien non, avec le fait que ce soit une femme Moi, je pense que et le rôle que vous estimez qu'elle doit avoir? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est... Vous pensez que c'est lié? Dans mon contexte, ça n'a rien à voir. Je pense que du fait qu'elle ait dépassé sa place, en fait... Bon. Ils ont tous un point commun. Selon eux, leurs compagnes doivent rester à leur place. En sortir déclenche le passage à l'acte. Cet homme est marié depuis 17 ans. Il a failli tuer sa femme après avoir eu le sentiment qu'elle l'avait provoqué. L'objectif, c'est la crever. Je suis arrivé avec une machette qui était comme ça. C'est pas le petit couteau de boucher. Non, quand on voit rouge, ouais, quand on contrôle plus rien, quand on se contrôle pas, on peut aller très loin. Bah, c'est jusqu'au meurtre. Ça, très loin. On voit rien, on ne pense plus à rien. On a un truc en tête, on le fait, point. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe et tout. C'est ça qui est dangereux. C'est ce que je vous disais, on ne pense pas forcément au meurtre, ni à... On pense à stopper la situation, enfin arrêter ce conflit. On ne pense pas forcément à la frapper, on ne pense pas forcément à la tuer, on ne pense pas à tout ça. Mais ce qu'on pense, c'est arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. J'en ai marre que ça crie, j'en ai marre que ça... faut que ça s'arrête. Alors, pour enrayer l'engrenage, ils ont des injonctions de soins et sont très surveillés par les services judiciaires. Psychothérapie, travail sur l'addiction à l'alcool, sensibilisation à l'égalité homme-femme. Ils vont devoir apprendre à contrôler leur pulsion de meurtre. Merci pour votre participation. Et puis, j'espère véritablement ne pas vous revoir. Depuis des années, le nombre d'homicides conjugaux est constant, 120 par an en moyenne. La statistique est stable, à la mesure de l'indifférence de notre société, qui semble peu s'émouvoir de ce chiffre accablant. Comme en témoigne la façon dont la presse rend compte de ces meurtres. Titiou Lecoq est journaliste. Son combat, dénoncer la deuxième mort symbolique de toutes ces femmes. Ivre Virgule, il l'écrase car elle refuse de le laisser conduire. Yveline, une femme poignardée à son domicile, la piste passionnelle évoquée. À Paris, elle énervait son compagnon. Il la tue et la met à la poubelle. Incendie de Saint-Julien-d'Anse, la piste du drame conjugal renforcée par l'autopsie.
Le plus gros problème, c'est l'expression drame conjugal. C'est ce qui revient quasiment systématiquement. Dans un drame, il n'y a que des victimes, il n'y a pas de coupables. Et donc quand on parle de drame conjugal, on met au même niveau le meurtrier et la victime. Ça minimise l'acte du meurtrier et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de « c'était inévitable ». Un drame, une catastrophe naturelle, on se dit oui, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Et typiquement, sur des homicides conjugaux, ça n'est pas inévitable. Ça ne va pas avec le mariage, le fait de se retrouver poignardé dans sa cuisine. Des faits, parfois même tournés en dérision. Ivre, il frappe sa compagne pour des grumeaux dans la pâte à crêpes. On va prendre le prétexte qui est rigolo. Le décalage entre il la frappe parce qu'il y a des grumeaux dans la pâte à crêpes, voilà, ça crée un décalage qui semble comique. Il faut imaginer quand même ce que devait vivre cette femme pour en être réduite à se faire taper dessus et étrangler pour un problème de pâte à crêpes. Et moi, je trouve ça glaçant. Mais on en fait, voilà, un article lol, quoi. Des tueurs uniquement dangereux pour leur famille et non pour la société. D'où une certaine banalisation médiatique. Effectivement, cet homme-là ne va tuer que sa femme à lui. Mais tous ces hommes-là, c'est là où on passe du fait divers au phénomène de société. Quand on voit l'accumulation des victimes, on se rend compte que non, on n'est pas sur « Ah, il y avait eu juste ce cas-là, juste ce cas-là ». Là, ça prend du sens. Donc, ça devient un problème collectif. Et là, ça doit devenir un problème politique. La presse ignore les homicides conjugaux. Les institutions, elles non plus, ne semblent pas prendre la mesure du phénomène. Dans la plupart des cas, elles sont en faillite. Les femmes n'ont pas été entendues. Depuis la condamnation de son ancien compagnon, Géraldine a entamé avec son avocate les démarches d'indemnisation. Son dossier révèle le peu d'attention portée par les autorités à ces alertes. Elle avait porté plainte à de nombreuses reprises. Le dossier. Une partie. Une partie seulement, ouais. Selon son avocate, un procès verbal illustre ce problème. Lassée d'être encore appelée par Géraldine, voici ce qu'écrivent les gendarmes. Madame Pallier a trouvé un moyen efficace de se débarrasser de monsieur Safta en faisant systématiquement appel à nos services. Ce que ça dit, c'est que les violences, elles ne sont pas authentiques, c'est que ce que nous, on interprète comme des indicateurs au rouge, eh ben, à ce moment-là, l'institution judiciaire, les gendarmes ne le voient pas. Mais pire que ça, ils pensent que Géraldine est dans la duplicité, ment, et puis gère son couple en appelant la gendarmerie. 2 ans plus tard, jour pour jour, elle se retrouve sur un trottoir nantais et elle est en train de se vider de son sang. Voilà la réalité de ce dossier. Elle a failli mourir. Des signaux ignorés. Mais il y a parfois des défaillances encore plus graves. L'histoire de Madeleine Gaspard est la chronique d'un homicide conjugal annoncé. Elle aussi avait alerté. Mais à 41 ans, Madeleine meurt dans ce parking de 75 coups de tournevis, tué par Carlos, son ex-mari. C'était le 11 septembre 2014, après 27 ans de mariage, une vie de violence qu'elle a racontée dans un journal intime. Aujourd'hui, il m'a dit que je n'irais plus danser sans son autorisation. Il m'a même dit qu'il était capable de me tuer et de me découper en morceaux. Carlos, son ex-mari, a lui aussi laissé des écrits avant les faits. Le risque d'homicide y est présent, et ce dès le début de leur vie commune. Je lui ai dit que si elle ne se mariait pas avec moi, je me tuerais. Et j'ai mis un poignard contre ma poitrine pour lui montrer que c'était du sérieux. Le jour de notre mariage, je lui ai demandé d'avoir des relations. Elle m'a dit non. Je l'ai forcée et nous avons fini par les avoir. Elle était triste à cause de ça. Madeleine m'a bien aimé. Je reconnais tout le mal que je t'ai fait. Tu as été une grande femme pour supporter en souffrant et avec une peur infernale l'homme que j'ai été pendant 24 ans. Un enfer connu de tous leurs proches, de la police et de la justice. Pourtant, personne n'a réussi à la sauver. Cristiano est le fils aîné de Carlos et de Madeleine. Ce matin, il s'est levé tôt. Avec sa compagne, il doit se rendre aux assises de Bobigny. Son père y est jugé pour le meurtre de sa mère. Le 11 septembre 2014, je me suis senti un peu comme orphelin. Ce jour-là, j'ai perdu père et mère et... Cristiano en est convaincu. La mort de sa mère était évitable. Les autorités ont échoué à la protéger. Il y a quand même eu 7 mains courantes. Il
il y a eu des plaintes de ma mère, parce que avec interdiction de l'approcher, avec une interdiction de contact, une interdiction de lui parler. Et que malgré ces 3 interdictions, il continuait quand même à l'approcher aussi bien du travail que des lieux où elle allait. En 2013, son père est même condamné à 3 ans de prison pour viol et violence. Malgré sa semi-liberté, il harcèle, poursuit et menace encore Madeleine qui n'a de cesse d'alerter. Rien ne se passe, il est laissé libre. 7 mains courantes et 2 plaintes seront déposées en tout, jusqu'à son meurtre. Au procès, Cristiano attend que la vérité soit dite. C'était important aussi qu'on sache qu'elle était quelqu'un, que c'était pas qu'une femme battue, qu'elle avait eu une vie aussi comme une mère. Devant la cour, l'avocate de Cristiano dénonce cette mécanique du crime que personne n'a enrayée. Le verdict aura lieu dans quelques heures. Il existe pourtant des outils simples pour protéger les femmes les plus menacées. Depuis 2014, un dispositif d'urgence a été mis en place dans tout le pays. Juliette marche toujours d'un pas décidé, la main enfouie dans la poche de son manteau. Elle est en grand danger, en danger de mort. Quand je marche comme ça pendant la nuit, je me demande ce qui se passe derrière moi. Quand là je vais tourner, je me demande ce que je vais voir en tournant. Je suis toujours dans l'inquiétude de pouvoir le voir et de me demander qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire. Il y a 6 ans, Juliette a quitté son compagnon, le père de ses 2 enfants. Il la poursuit toujours. Dans sa poche, son assurance vie. Je suis aux aguets de tout, donc très très rassurée avec ce téléphone. Cet appareil n'est pas juste un portable, c'est un téléphone grave danger, mis en place par le ministère de la Justice. Pas de numéro à composer, il permet d'appeler la police en appuyant juste sur une touche. Pour fuir son ex-conjoint, Juliette a déménagé 4 fois en 6 ans. Mais la peur ne la quitte jamais. Je ferme toujours à pied. Je ne peux pas rester avec les portes ouvertes. Alors je ferme aussi les volets, qui sont très très essentiels. La place de mon téléphone est à côté de la porte, à cet emplacement-là. Pour que je puisse le prendre au cas où. J'ai même montré le fonctionnement à mes enfants. La jeune femme bénéficie du téléphone grave danger depuis 6 mois déjà. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour son renouvellement dans les locaux d'une association de protection des femmes. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Armelle, la psychologue de l'association, l'accompagne dans la gestion du dispositif. Tout est basé sur cette petite languette. Quand Juliette l'actionne, elle est mise en relation avec un service spécialisé qui connaît son dossier. Elle n'a pas besoin d'expliquer son cas. La police peut intervenir plus vite. On peut faire un test. Voilà. Donc vous tirez la languette et vous la repoussez. Vous avez déclenché une alerte TGD. Nous prenons en charge votre appel. Cette conversation sera enregistrée. Bonjour assistance, téléphone en danger, madame. Bonsoir, tout va bien? Oui, bonsoir, tout va bien. Je vous appelle en fait pour voir si vous m'entendez bien. D'accord, je vous entends très bien. Vous m'entendez correctement? Oui, je vous entends correctement aussi. C'est bon pour moi. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci également, au revoir. En cas de danger, la centrale d'appel transmet l'alerte au commissariat d'à côté, qui envoie une patrouille pour vérifier que Juliette va bien. Si elle ne peut pas parler, elle reste géolocalisée et son téléphone enregistre tout. J'ai l'impression d'avoir été entendue, reconnue, victime. C'est con, hein, mais d'avoir été reconnue comme victime. Et que finalement, c'est pas normal tout ce que j'ai vécu et que finalement, il est vraiment dangereux. C'est le parquet qui décide de l'attribution de ce téléphone.
Juliette doit justifier de nouvelles menaces pour pouvoir le conserver. Voilà, donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on se revoit pour faire le point sur l'attribution pour le téléphone grave danger. L'ex-compagnon de Juliette, incarcéré pour violence conjugale, vient de sortir de prison et continue de la menacer. Des fois, il veut me tuer, me planter, me tirer une balle dessus. Il m'a déjà menacé d'une arme. Je me demande même que j'ai eu grande chance qu'il n'a pas appuyé sur la détente. Il m'a déjà porté un coup de couteau. J'ai déjà évité un autre coup de couteau en le prenant dans ma main. Je me dis qu'il est capable de faire tout ça. Un jour où sa folie sera un peu trop grande, il passera à exécution. Il y a selon vous un risque d'homicide conjugal dans cette situation? Ah oui, ouais, je peux pas dire non, ça c'est sûr qu'il y a un risque. Ce qui nous alerte, ce qui va nous alerter, ça va être notamment le fait qu'il y ait pu avoir des condamnations. Là, on a quand même eu 4 incarcérations. Et il continue en fait son fonctionnement malgré la parole de la justice, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose, nous, qui nous alerte. Et c'est souvent dans ces situations-là qu'on décide d'attribuer un téléphone grave danger. La protection téléphonique de Juliette a été prolongée. En France, seules 500 femmes bénéficient du dispositif grave danger. L'an dernier, il a permis 36 arrestations. Merci beaucoup, Madame Dupré. Au revoir. Prévenir l'homicide conjugal, faire baisser les chiffres, c'est possible. Un pays l'a fait. Au Canada, la mécanique de ce crime est connue et étudiée depuis les années 90. Des mesures ont été prises pour l'enrayer. Et le nombre de meurtres sur conjoint a été divisé par 2 en 10 ans. Ce miracle canadien, c'est d'abord grâce aux forces de l'ordre. Éric Coulombe est capitaine de police à Québec. Dans cette pièce, il entrepose les armes saisies chez les hommes suspectés de violence conjugale. Salut. Il va nous donner un aperçu de ce qu'on peut avoir saisi environ dans les 2 dernières semaines, je crois. 2 dernières semaines, oui. Les 2 dernières semaines, regardez, on a des armes de différents calibres qui sont là. Même une arme de poing, un calibre 38. Pour empêcher les hommes de tuer leurs femmes, la législation québécoise va très loin. Les policiers peuvent saisir les armes d'un auteur potentiel de violence sur simple signalement de son entourage. Pour pouvoir saisir les armes, le oui-dire est accepté. Quand je vous parle de oui-dire, je vous parle de tout ce qui nous a été raconté, c'est-à-dire ce que la victime nous a mentionné. Pourquoi son suspect, elle le craignait, puis pourquoi il était violent. Par la suite, ça peut être un voisin qui a entendu à l'occasion quelques chicanes, ça pourrait être un enfant qui a entendu des choses. Il y a aussi un service qui n'existe pas en France, la Brigade des délits familiaux. 12 enquêteurs qui ne traitent que de violences conjugales et s'appuient sur un arsenal législatif innovant, comme la possibilité de porter plainte, même si la victime n'ose pas. Nous, on prend au sérieux la violence conjugale. On a un pouvoir, même si la dame ne voudrait pas porter plainte, le policier peut porter plainte. Si le Québec a divisé par 2 ses homicides conjugaux en 10 ans, c'est aussi grâce à une petite révolution. Là-bas, les victimes sont bien sûr soutenues, mais les associations ciblent surtout ceux qui pourraient passer à l'acte. Aujourd'hui, une journée de formation est organisée auprès de travailleurs sociaux. Comme eux, tous les fonctionnaires québécois sont sensibilisés à la détection de l'homicide conjugal. Ils interviennent tous au contact d'hommes violents. Leur outil principal de lutte contre l'homicide conjugal, un questionnaire de 42 critères qui évalue le risque de passage à l'acte. Il est classé par couleur. En jaune, le risque est présent, sur contrôle des émotions, habitude de violence en réponse au conflit. En rouge, il s'aggrave. Rumination de vengeance, perception que la partenaire a détruit la famille. En rouge écarlate, il est imminent. Perte d'espoir d'une reprise de la relation, verbalisation des intentions homicides. Dans ce cas, la justice est saisie. Ce questionnaire peut être utilisé par tous les acteurs sociaux au contact des familles.
Je vais tout recueillir les informations que le client me dit pendant la rencontre. Qu'il fait du harcèlement, de la surveillance, qu'il y a des manifestations de jalousie obsessive, par exemple. Je vais tout cocher les éléments qui ressortent dans ma rencontre, mais je peux aussi le regarder avec le client pour lui faire prendre conscience que sa situation est préoccupante. Des centaines de policiers, magistrats, médecins ou enseignants sont formés à ce questionnaire. Au Québec, tous les ans, près de 8000 hommes font l'objet d'un accompagnement préventif pour leur comportement. Des groupes de parole qui n'existent pas encore en France. À Bobigny, Cristiano vient d'entendre le verdict. Celui du procès de l'assassin de sa mère, son père. Il est reconnu coupable de meurtre et condamné à 25 ans de prison. Pour lui, son frère et leur tante, c'est la délivrance. Alors Tata, ça va? Oui, ça va. Ah, ça a été soulagé. C'est quand même... Ouais. Voilà, c'est bien. Ça ne ramène pas maman. Ah ouais. Mais on a bien rendu hommage. Et puis pour toutes les autres femmes qui... Alors, on savait très bien que 30 ans, c'est ce qu'on voulait. Mais bon, 25, c'est déjà bien. 75. Cristiano n'ira pas voir son père en prison. Ça restera gravé. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Mais sauf que là, j'aurais ni envie de pardonner et je pourrais jamais oublier ça. Parce qu'on m'a appris quelque chose qui est plus cher que ma propre vie. On m'a appris la mort de ma mère et ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais pardonner. Son père n'a pas fait appel. En vertu des remises de peine, il pourra demander sa libération conditionnelle dans 10 ans. Pour faire progresser la lutte contre l'homicide conjugal, Géraldine, la miraculée, manifeste. Ce soir-là, un collectif féministe s'est réuni dans le centre de Nantes. Sur les pancartes, les noms de toutes celles qui sont mortes en 2018. La dernière vient d'être tuée par son ex-mari dans le département. Elle s'appelait Sylvie. Et nous restons convaincus que ces chiffres macabres ne sont pas une fatalité, qu'on peut faire baisser les statistiques, qu'on peut sauver des vies, que ces crimes sont évitables, que celui de Sylvie qui s'est passé le 31 janvier était évitable, qu'il nous suffisait à tous et à toutes de savoir lire les signes. Et parce que nous détestons le silence, je vous demande de vous joindre à moi, avec vos mains, avec vos cris, et de rompre le silence. On y va! Combien de femmes mourront cette année? Combien de Laurie, de Madeleine, de Juliette ou de Géraldine faudra-t-il encore pour que l'on tente d'arrêter la mécanique de ces 120 crimes par an?